Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Le François en deuil après la disparition de son maire Samuel Tavernier samedi soir. Vous verrez que les services municipaux de la ville sont restés fermés aujourd'hui. Nous entendrons également quelques réactions du monde politique. Dans ce journal aussi, un homme abattu en pleine foule au Morne des Esses. Le quartier samaritain a été le théâtre d'un nouveau drame hier soir. Alors que la population était réunie pour la fête patronale, 3 détonations auraient été entendues. Ouverture aujourd'hui du procès des grands frères. 9 Guadeloupéens comparaissent pour association de malfaiteurs. Ils leur auraient reproché leur implication dans les manifestations contre l'obligation vaccinale en 2021 sur l'île Sœur. Le compte-rendu d'une première journée d'audience sous tension à découvrir dans quelques minutes. Et on débute donc cette édition en prenant la direction du François. La commune est en deuil depuis samedi soir et la disparition soudaine de son maire. Samuel Tavernier s'est éteint quelques instants après avoir prononcé son discours lors de la cérémonie des vœux du personnel. Ce matin, les services municipaux sont restés fermés. Jean-Marc Carteron s'est rendu sur place. Le François est sous le choc. Samuel Tavernier est décédé brutalement samedi soir, victime d'une crise cardiaque, alors qu'il présentait ses vœux à près de 400 agents municipaux. Ce matin, la commune s'est réveillée dans un silence inhabituel. La mairie est fermée, les services municipaux aussi. Figure connue et très présente sur le terrain, le maire laisse une commune sous le choc. Depuis l'annonce de son décès, les réactions se multiplient. Je peux vous dire que ça m'a touché sévèrement. Très choquante d'apprendre cette nouvelle. On ne s'attendait pas. Je dirais un homme très humble, bienveillant. Et j'ai encore du mal à réaliser qu'il n'est plus là. J'ai entendu les informations à 6 heures le matin. C'est un coup à encaisser, ce n'est pas facile. Samuel était toujours un charmant garçon, il n'a jamais pris la grosse tête, comme on dit. Et donc, c'est vrai, quand j'ai appris sa mort, je vous dis franchement, même hier encore, ça n'allait pas du tout. Vraiment triste. C'était un très bon maire, il était à l'écoute de ses administrés. Un drame vécu en direct par de nombreux agents municipaux. Thierry Claveau, élu de la ville, était présent ce soir-là. Il a été pris de malaise, il a eu mal au thorax apparemment. Et donc, bien sûr, il a été tout de suite pris en charge par les élus qui étaient là et qui sont proches de lui et par un collègue policier. Et ils ont tenté de lui donner quelque chose pour essayer de le remonter. L'ont mis assis et ensuite on a appelé le SAMU l'a réanimé et puis bon, on n'a pas réussi à le réanimer. Voilà, et il est parti. Des agents municipaux encore bouleversés après la mort brutale du maire, mais qui doivent malgré tout s'organiser au plus vite pour que la commune continue de fonctionner. On est sonné, on est groggy, on ne sait pas comment... on n'a même pas compris ce qui nous arrive. Hein. C'est-à-dire on le cherche toujours dans les couloirs de la mairie, pour tout vous dire, parce qu'on avait tellement l'habitude de le voir, et il était tellement... Parce que c'était un hypermaire, hein, c'était un gars qui était extrêmement présent. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas non plus comment seront organisées ces funérailles, ni sa veillée. On ne sait rien. Mais à côté de ça, on a des obligations réglementaires et des délais incompressibles. Ça veut dire que le premier adjoint devient automatiquement le maire par intérim, mais il ne peut pas le rester au-delà de 15 jours. Le François perd aujourd'hui bien plus qu'un maire. Il perd un homme brutalement emporté et une ville entière reste désormais suspendue à son souvenir. Et depuis ce week-end, les hommages, notamment du monde politique, se multiplient. L'engagement de Samuel Tavernier est salué de toutes parts. Giovanni William et Béatrice Bellet sont face à la caméra de Jean-Marc Carteron. Samuel Tavernier, c'était un homme bienveillant, rigoureux, mais toujours avec un bon mot, une blague, un sourire. Et voilà, c'était un homme qui avait une certaine rigueur, mais toujours enveloppé de bienveillance, de respect. Et c'est quelqu'un qui a fait confiance aussi en la jeunesse. Il a eu confiance en moi et il m'a aidé vraiment dans ma tâche. C'est une énorme perte pour le François. Samuel était un maire qui avait un cap, une vision, avec son groupe, un meneur d'hommes, de femmes. Et perdre Samuel
Pour le François, c'est une grande perte, mais je suis certain que ses camarades vont se relever et relever justement les défis qui attendent cette belle commune du François. C'était un homme consciencieux, amoureux de la Martinique, amoureux du François, qui pugnace. Il a pris un certain nombre d'années à gagner cette mairie du François et finalement à gagner la confiance des franciscaines et des franciscains. Quelqu'un de très vigilant, très précautionné, puis un vrai technicien. Donc c'est ce qui faisait aussi sa force. C'est qu'avant d'être maire, il avait aussi œuvré pendant longtemps dans les collectivités locales. Il connaissait donc la partie technique, administrative, les ordres qui peuvent être donnés, et puis le cap politique. Et il avait un cap politique pour le François, avec son équipe, qu'ils essayaient de conduire, évidemment, avec beaucoup de probité, d'engagement et de sincérité. À la une aussi de l'actualité, le bilan des homicides s'alourdit encore en ce mois de janvier. La Martinique en dénombre désormais 4 depuis le début de l'année. Un homme de 32 ans a été tué par balle hier soir au Morne des Esses à Sainte-Marie. Une scène d'autant plus choquante que les coups de feu ont été tirés en présence de nombreux spectateurs venus profiter de la fête patronale, comme nous l'explique Dorian Cayuela. En pleine fête patronale, aux alentours de 22h30, 3 coups de feu auraient retenti. Un mouvement de foule se serait alors déclenché. Peu après, un homme a été retrouvé grièvement blessé par 2 balles. Au lendemain de la tragédie, la stupeur envahit les habitants. J'ai vu un mouvement de foule et j'ai eu peur. Donc je me suis pu réfugier un petit peu dans la salle à côté. Et des enfants qui criaient, des mamans qui criaient. Et d'un coup, j'ai entendu le coup de feu, plusieurs coups de feu, 3 coups de feu. Et après ça, bon, on a essayé un peu de calmer un peu pour que les gens n'aient pas trop peur. Et c'est après, les gens ont dit qu'on a tiré sur quelqu'un qui s'est réfugié derrière la salle et malheureusement qui est décédé peu de temps après. Première fois que j'entends des coups de feu aussi près. Et ça fait peur, j'ai eu mal au ventre après. Ouais. Touchée par 2 tirs, la victime se serait réfugiée derrière les sanitaires. C'est là qu'elle aurait succombé à ses blessures. Je pensais que c'était des boîtes jack puisque avec vu le bruit, mais finalement comme la circulation était bloquée, donc en fait je me suis dit que c'est pas les black jack. Là on a compris que c'était des coups de feu. On va pour s'amuser et finalement on se retrouve dans des situations comme ça et on n'a pas compris quoi. Bon après c'est un sentiment de désarroi. On ne peut pas aller s'amuser, on va s'amuser mais on ne sait pas comment on va ressortir des manifestations. Malgré un dispositif de sécurité composé de 13 agents, une arme aurait réussi à passer les contrôles. Une situation que déplore le chargé de la sécurité de la ville. La clôture de la manifestation le dimanche, nous avons eu à déplorer un jeune tué par arme à feu. Malgré le dispositif de sécurité mis en place, validé par un dossier de sécurité transmis aux services préfectoraux, toutes les dispositions étaient prises justement pour éviter ce genre de situation. Le matin de la manifestation, il y a le traditionnel défilé avec les associations, les allocutions. Donc forcément, il y a déjà du public sur la place. Donc le gros est évacué le temps que les choses se mettent en place pour la partie festive. Pour la traditionnelle parade des Alizés du 1er février 2026, 16 caméras supplémentaires seront installées afin de couvrir la manifestation sous tous ses angles. C'est un autre homicide qui occupe la cour d'assises depuis vendredi dernier. Un homme comparé pour le meurtre de Williams Petit en 2021. Il aurait poignardé la victime à la suite d'un différend. Plusieurs témoignages clés ont été entendus aujourd'hui à la barre. Des récits qui interrogent sur les circonstances exactes de l'altercation et relancent la question de la légitime défense. On fait le point avec Ryan Aneas. Deuxième jour d'audience devant la cour d'assises dans le procès du meurtre de Williams Petit. Après une première journée consacrée au cadre des faits, la cour a entendu aujourd'hui plusieurs témoins, dont une ancienne compagne de l'accusé et un témoin de la scène. Tous livrent le récit d'une journée marquée par une altercation violente, une course-poursuite et une issue mortelle dont les circonstances restent encore floues. La question de la légitime défense est désormais clairement posée au cœur des débats. La première témoin entendue est une ancienne compagne de l'accusé. Elle évoque une relation naissante quelques mois avant les faits survenus en mai 2021. Un homme qu'elle décrit comme attentionné, mais aussi marqué par des zones d'ombre dans ses relations. Le jour du drame, elle reçoit un appel. L'accusé se dit agressé, paniqué. Il arrive chez elle quelques heures plus tard, blessé au visage et à la tête. Il lui raconte une altercation avec une arme sortie par l'autre homme et un geste de défense dont il ne mesurerait pas la portée. La témoin affirme ne jamais avoir perçu de volonté de fuite. Elle dit avoir encouragé l'accusé à se rendre aux autorités, évoquant un état de choc psychologique.
La Cour procède ensuite à l'analyse de la scène, puis le président lit le témoignage d'une bénévole d'association décrivant la victime comme un homme fragile, vivant à la rue, parfois agressif verbalement, mais rarement violent. Enfin, un proche de l'accusé évoque un homme blessé, affirmant s'être défendu face à une agression armée. Une version qui alimente aujourd'hui la thèse de la légitime défense au centre de ce procès. L'audience se poursuivra demain aux assises avec les plaidoiries des avocats et enfin, le verdict des juges et jurés. Justice toujours avec l'ouverture aujourd'hui à Fort-de-France d'un procès très attendu au-delà de nos côtes. Les grands frères de Guadeloupe sont poursuivis pour association de malfaiteurs. C'était en 2021, en pleine pandémie, pendant la contestation populaire contre l'obligation vaccinale. Et malgré la délocalisation du procès, les tensions sont déjà vives pour cette première journée d'audience. Ryan Anias. Ils sont 13 à comparaître devant le tribunal de Fort-de-France. Les grands frères de Guadeloupe sont accusés d'association de malfaiteurs et d'extorsion de fonds. Pour cette première journée d'audience, 11 témoins sont comptabilisés présents. Parmi eux, une personnalité politique, Harry Chalus, président du Conseil régional de Guadeloupe. L'homme affirme n'avoir jamais eu de difficultés avec les jeunes qui comparaissent aujourd'hui. Il y a eu des réunions au Lamentin avec le maire, le président de l'association des maires. Il y a eu une réunion au Rézé, M. Servat a voulu que je sois à ses côtés, étant donné que j'ai été effectivement quelqu'un qui s'est beaucoup donné pour la jeunesse dans ma commune à Bémao, qui a fait un gros travail. On a discuté avec ces jeunes, mais je n'ai jamais eu de problème avec eux et ils ne m'ont jamais menacé. Pour les avocats, cette affaire dépasse largement le cadre judiciaire. Ils dénoncent un procès à charge et une lecture biaisée des événements survenus en Guadeloupe fin 2021. Dans le viseur de la défense, Patrick Desjardins, ancien procureur de Pointe-à-Pitre, qui a qualifié certains accusés de chefs de gang. Monsieur Desjardins, le procureur de la République, avait énormément communiqué dans ce dossier et a décidé de ne pas se présenter. Donc la défense, tel un seul homme, s'est levée pour expliquer que cela n'avait pas de sens, que ça participerait à la manifestation de la vérité s'il pouvait se présenter. Parce qu'il ne suffit pas de soutenir et de prétendre que telle ou telle personne serait un chef de gang sans venir expliquer ce qui inonde une telle procédure qui, à mon sens, est pour le moins scandaleuse s'agissant de mon client, monsieur Duménil. Une mise en cause qui se poursuit, notamment sur certains propos jugés stigmatisants et délicats par la défense. Maître Arneton revient sur les déclarations de l'ancien procureur, pointé du doigt pour des propos qu'il juge inacceptables. Le témoignage de M. Desjardins, comme la dernière pièce qui nous a été communiquée vendredi, qui vient présenter le peuple guadeloupéen comme un peuple consommateur de drogue et d'alcool, comme n'ayant pas de valeur familiale, nous semble assez important parce que c'est ce qui inonde aussi la procédure. On n'aurait jamais dit en France hexagonale que les gilets jaunes étaient menés par 10 ou 15 personnes. Pourquoi le dirait-on en Guadeloupe? C'est stupide et ça repose nécessairement sur des a priori tout aussi stupides. Autre point de crispation, la délocalisation du procès en Martinique. Les avocats dénoncent des conditions de comparution difficiles pour les prévenus et leurs conseils venus de Guadeloupe. Pour rappel, ce procès durera 17 jours. Poursuivons avec ce chiffre. Seuls 2% de la population martiniquaise donne son sang. Voilà sans doute une explication aux difficultés de l'EFS Martinique à répondre aux besoins de l'île. On en parle tout de suite avec la directrice marketing et communication de l'établissement français du sang. Mélanie Adel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors depuis samedi dernier, l'EFS organise une campagne de sensibilisation à la diversité des groupes sanguins aux Antilles. Dans quel but ? Exactement. Donc, depuis samedi dernier, on va parler donc pendant une semaine des groupes sanguins rares, des groupes sanguins peu fréquents et puis tout simplement de la diversité des groupes sanguins aux Antilles pour rappeler en fait tout simplement aux Martiniquais qu'il est important de donner et d'expliquer pourquoi. Donc pendant une semaine, on organise des collectes un peu spéciales puisqu'on s'est installé donc à la Maison du Don de Dillon. On est toute l'année, donc on y sera pendant tous les jours de la semaine pour recevoir le grand public, mais aussi au sein de la galerie commerciale du centre commercial Génipa à Ducos, pour pouvoir rencontrer la population et discuter en fait du don du sang, expliquer comment ça se passe et puis à cette occasion également faire des dons de sang. Alors j'ai donné ce chiffre assez évocateur, 2% de la population seulement qui donne son sang, c'est très peu et ça explique aussi le besoin finalement de sensibiliser à la diversité des groupes sanguins puisque chaque population finalement a ses spécificités en termes de groupes sanguins, c'est ça? Tout à fait. Donc effectivement, 2% c'est très peu
pour une population qui est quand même assez conséquente en termes de personnes âgées de plus de 18 ans et de moins de 70 ans, donc en âge de donner. Et on se rend compte que pour beaucoup, c'est des a priori, des questionnements en fait, qu'il y a autour du don du sang. Et c'est l'occasion de rappeler qu'au final, un don de sang, c'est quelque chose d'assez rapide, puisque ça prend au total 1 heure, mais le prélèvement lui-même dure moins de 10 minutes. Et c'est vraiment quelque chose qui sauve des vies, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de recevoir une poche de sang pour quelqu'un qui a eu, par exemple, une hémorragie à l'occasion d'un accident de la route, ou bien une femme qui accouche, qui a une hémorragie de la délivrance, ou une personne tout simplement qui a un cancer, puisque ça arrive beaucoup, on le sait, les chiffres explosent. Donc c'est vraiment important que les Martiniquais se mobilisent, parce que quand on doit recevoir une transfusion, eh bien, il faut recevoir une poche de sang qui est compatible avec son groupe sanguin. Et c'est vrai qu'en règle générale, on parle des systèmes ABO. Exactement. Mais il n'y a pas que ces connus. systèmes, effectivement. Il y a d'autres informations qui sont nécessaires. Donc c'est ce qu'on appelle d'un point de vue scientifique le phénotype. Et ce phénotype, il est caractéristique de chaque population. Donc nous, Antillais, nous, Martiniquais, nous avons un phénotype qui est spécifique, qui est différent de celui qui est majoritairement retrouvé dans la population hexagonale. Et justement, vous l'avez dit, un phénotype différent. Il est important donc de rappeler que la Martinique est loin d'être autosuffisante, j'ai envie de dire, en sang. Exactement. Près de la moitié des poches de sang proviennent de France hexagonale. En fait, les poches nous sont acheminées en fait, chaque semaine pour pouvoir garantir des réserves suffisantes pour les patients qui en ont besoin de manière ponctuelle ou régulière. Donc on a vraiment un exercice, une balance en fait, à faire chaque semaine pour nous assurer d'avoir suffisamment de poches pour l'ensemble des patients et des établissements de santé. Et avec peut-être des soucis de compatibilité finalement. Exactement. Ça demande de faire, j'ai envie de dire, une vraie gymnastique en fait, pour pouvoir préparer des produits sanguins compatibles pour les patients, ce qui n'aurait pas été le cas si nous avions eu plus de donneurs de Martinique, des Antilles en fait, qui venaient donner leur sang pendant toute l'année. Vous avez parlé de réticence, de questionnement. Comment effacer ces barrières et qu'un jour, les Martiniquais, massivement, majoritairement, aillent donner leur sang? En communiquant, tout simplement. Donc déjà, en étant ici, votre invité ce soir, c'est déjà un premier moyen. Donc merci à nouveau, vraiment merci. Parce que c'est important en fait, de parler de ce sujet qui parfois a fait l'objet de tabous, de croyances populaires qui sont aussi ancrées dans notre histoire, puisqu'on sait que le sang a eu des connotations spécifiques auparavant. Ben voilà, on est en 2026, c'est l'heure maintenant de déconstruire toutes ces croyances pour pouvoir aider en fait, à soigner des patients de chez nous, parce qu'au final, ce sont des personnes qui ont la même histoire que nous, qui reçoivent les mêmes groupes sanguins. Donc ça sous-entend en fait que ce sont des personnes de notre famille, des cousins, des cousines, des amis, des frères, des sœurs, des parents proches qui ont besoin de recevoir ces transfusions. Et donc, comme chaque soir, je profite de votre présence pour rappeler les rendez-vous de demain pour les Martiniquaises et les Martiniquais qui souhaitent donner leur sang. Rendez-vous de 10h30 à 17h à la Maison du Don à Dillon, immeuble Le Fils, et puis de 8h30 à 17h30 au centre commercial Génipa à Ducos. Merci beaucoup, Mélanie Adel, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Avec plaisir, merci. En sport, le week-end a été marqué par la 14e journée du championnat de Régional 1. Vous verrez que le leader Joséphin poursuit sa marche en avant. Et puis en handball, l'entente Meg a écarté l'Arsenal lors du choc des quarts de finale de la Coupe de Martinique féminine. Karine Chassol, Marc Michel et Yvan Lemar. En football, à l'occasion de la 14e journée du championnat de Régional 1, le club colonial recevait le CO Trinel. Et si ce sont ces derniers qui entrent bien dans le match, on ouvre le score par Anthony Nassau. La clubiste égalise rapidement et mène 2-1 à la pause. La deuxième mi-temps est à sens unique. Les hommes de Charles Bonix marquent à 4 reprises et s'imposent sur le score de 5-1. Victoire du RC Saint-Joseph et du club franciscain. Dans le choc de cette 14e journée, la Samaritaine est venue à bout du club péléen. Succès aussi pour l'Espoir, l'AS Mondes et l'Inter de Sainte-Anne. Au classement, le RC Saint-Joseph est toujours leader avec 4 points d'avance sur le club franciscain et 5 sur les clubistes. Au pied du podium, on retrouve le Golden Lion et la Samaritaine qui sont à 10 longueurs du leader. L'Espoir de Sainte-Luce, l'Émulation et la Lanterne Rouge l'Aiglon sont en bas de tableau. En football féminin, à l'occasion des quarts de finale de la Coupe de Martinique, le club colonial recevait l'entente Excelsior Émulation.
Une rencontre plutôt équilibrée en première période et qui a tourné à l'avantage des clubistes en seconde. Elle s'impose sur le score de 3-0, des réalisations de Bevis, Peria et Kishnama. Dans l'autre rencontre qui s'est jouée, les Ansdarley Football Club ont disposé de l'espoir 5-1. En handball, le championnat a cédé la place au quart de finale de la Coupe de Martinique et le choc de la compétition chez les femmes opposait l'Entente Meg à l'Arsenal. Les Robertines s'inclinent sur le score de 21-24 et sont éliminées de la Coupe de Martinique. Qualification également de l'Étoile de Gondo, de l'AS Rapid Club et du Réveil Sportif. Chez les hommes, à l'occasion de ce tour de coupe, l'Espoir de Floréal recevait le FR Roche-Carré. Des Lamantinois qui ont dû batailler ferme pour écarter les Floréalais. Victoire 27-24. Qualification aussi de l'UJ Redoute, du Club Sport et du Phénix franciscain. En basket féminin, la 12e journée du championnat de pré-national a vu les victoires de l'ASC Aigle Noir, de l'Éclair et du 24. Au classement, les Goumornaises ont 3 points d'avance sur les Saléennes et 5 sur les Goldenistes. Les Spiritaines sont au pied du podium. En bas de tableau, on retrouve l'Aiglon et l'Arsenal. Chez les hommes, la 10e journée du championnat de pré-national a vu les victoires de l'USAC, du Golden Lion et du Rebond Piloutin. Au classement, en l'absence du Golden Star qui a été défait dans l'Hexagone par Gennevilliers 80-60 dans le cadre de la Coupe de France, l'USAC prend les commandes devant les Étoiles d'Or, les Joséphins et le Rebond Piloutin. L'Intrépide et l'AS Black Star sont en bas de tableau. Je vous propose à présent de découvrir l'exposition photo Brillaria. À l'approche du carnaval, le photographe Jean-Philippe Vallard prend possession du centre culturel du Bourg du Lamentin. Ses œuvres sont visibles jusqu'au 6 février prochain, aperçues avec Dorian Cayuela. Cette expo aujourd'hui, elle porte sur le carnaval au Lamentin. C'est une expo ce sont des photos que j'ai réalisées, un peu dans le cadre de mon travail, mais c'est vraiment en cherchant à avoir des photos artistiques. Donc c'est dans une certaine recherche pendant que je faisais des photos pendant le carnaval. Donc ici, je présente ces photos-là. Certaines sont noires et blancs, d'autres en couleur. Et en fonction de ce que ça dégage, ce que j'ai envie de faire dégager, elles ont soit le côté couleur, soit le côté noir et blanc. Vibration on dit dans nous, écoutez Brillaria. La ria c'est théâtre, nous paraît pour jouer. J'ai passé en autre musique a fait qu'on nous vibrer. Tout baguette est volé, qui danser en l'air, qui battre la peau tambour à chalet. L'intention, justement, elle est dans le titre de l'expo, c'est-à-dire Brillaria, le bruit de la rue, c'est-à-dire en les regardant, donner l'envie, susciter ce bruit-là, ce bruit qu'on entend quand on regarde ces photos, entendre le bruit du carnaval, entendre le bruit des instruments, entendre ce beau vacarme, on va dire, des musiciens et des carnavaliers en fait dans le vidéo. L'expo visible jusqu'au 6 février. Samedi 31 au matin, il y aura une visite guidée jusqu'à présent. Ce sera la photo qui a servi justement pour faire l'affiche. C'est une photo où on voit le rouge des feux en fait, des feux de détresse qui s'allument pendant le vidé et qui donne un effet que j'aime beaucoup voir et voilà, qui a servi justement à créer l'affiche de cette expo. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce lundi 26 janvier. La commune du François en deuil. Les services municipaux de la ville sont restés fermés aujourd'hui. Les franciscains pleurent la disparition de leur maire, Samuel Tavernier, victime d'un malaise samedi soir. Et puis, dans l'actualité nationale, cette affaire liée à la crypto-monnaie. Un septuagénaire a été séquestré près de Grenoble. Ses ravisseurs réclamaient 3 millions d'euros à son fils. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. À suivre, votre rendez-vous du lundi soir, c'est à nous. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.